Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une véritable enquête scientifique pour répondre à une question qui est au cœur du programme de première. Comment peut-on connaître la structure interne de notre planète alors qu'elle est en fait totalement inaccessible? On va décortiquer ensemble les indices et les méthodes, un peu comme des détectives de la géologie. Alors, vue de l'espace, la Terre, on la connaît bien. On a cartographié les continents, exploré les fonds marins. C'est la partie visible, celle qu'on peut toucher et observer directement. Mais en réalité, ce n'est qu'une fine pellicule à la surface d'un monde immense et inconnu. Et c'est là que la vraie question se pose. Le forage le plus profond jamais réalisé a à peine atteint 12 km. Pour vous donner une idée, ça représente moins de 0,2% du rayon de la Terre. Alors comment savoir ce qui se cache à des centaines ou même des milliers de kilomètres sous nos pieds? C'est ce mystère qu'on va tenter de résoudre ensemble. Bien, commençons notre enquête par les indices les plus directs qu'on puisse trouver, les roches qui apparaissent à la surface. Elles sont, en quelque sorte, les premiers témoins de la composition de l'enveloppe la plus externe de la Terre. Et rien qu'en regardant ces roches, on remarque déjà une différence fondamentale. Les continents sont faits principalement de granit, une roche plutôt claire avec de gros cristaux bien visibles. Les fonds des océans, eux, sont constitués de basalte, une roche volcanique beaucoup plus sombre et plus dense. Cette différence de roche, elle a des conséquences physiques très importantes. La croûte continentale, elle est épaisse, environ 30 km en moyenne, mais elle est relativement peu dense. A l'inverse, la croûte océanique est beaucoup plus fine, à peu près 7 km, mais elle est plus dense. Retenez bien ce contraste parce qu'il est à l'origine de plein de phénomènes géologiques qu'on verra plus tard. Bon, les roches, c'est un bon début, mais ça ne nous permet pas de sonder très profondément. Il nous faut un outil capable de traverser la matière. Et cet outil, ce sont les ondes sismiques, les vibrations qui sont générées par les tremblements de terre. Et l'idée est juste géniale. On va utiliser l'énergie des séismes comme une sorte de sonar géant. Ces ondes voyagent à travers le globe et leur parcours nous donne des informations cruciales sur la nature des matériaux qu'elles ont traversés. Chaque séisme devient une expérience grandeur nature pour ausculter la Terre. Et voilà à quoi ça ressemble, l'enregistrement de ces ondes. On appelle ça un sismogramme. C'est la donnée brute que les scientifiques analysent. On y voit très clairement l'arrivée de différentes vagues. Les premières, qui sont les plus rapides, ce sont les ondes P, et elles sont suivies un peu plus tard par les ondes S. Et là, attention, c'est le point absolument crucial. Il y a deux types d'ondes principaux. Les ondes P, qui se propagent un peu comme un ressort qu'on comprime, traversent tout, les solides comme les liquides. Mais les ondes S, qui cisaillent la matière, un peu comme une corde de guitare qu'on agite, elles sont physiquement incapables de se propager dans un liquide. Leur absence dans certaines zones du globe est donc un indice capital. Maintenant qu'on a nos outils, nos fameuses ondes, on va pouvoir assembler les pièces du puzzle. C'est en étudiant comment la vitesse de ces ondes change avec la profondeur que les scientifiques ont réussi à construire un modèle de la structure interne de la Terre. Ce graphique, c'est vraiment la clé de voûte de toute notre compréhension. Il s'appelle le modèle PREM et il synthétise des milliers d'enregistrements de séismes du monde entier. Il nous montre tout simplement la vitesse des ondes P et des ondes S en fonction de la profondeur. Alors, ce qui est vraiment intéressant, et c'est une compétence type bac, c'est d'analyser ce graphique. On voit que la vitesse n'augmente pas de façon lisse et continue. On observe des sauts brutaux, des ruptures. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, chaque saut indique un changement de milieu, et donc une frontière entre deux couches de nature différentes. Le premier saut, qui a été découvert par un certain Morovicic, se situe à une faible profondeur. La vitesse des ondes P et S augmente d'un coup. C'est la limite entre la croûte terrestre et une couche beaucoup plus dense qui se trouve juste en dessous, le manteau. On appelle cette limite le MOO. Deuxième indice majeur, à 2900 km de profondeur. Regardez bien le graphique. La courbe des ondes S s'arrête net. Pouf, elle ne passe plus. Et qu'est-ce que ça signifie si les ondes S ne passent pas? Ça veut dire qu'on vient de rentrer dans un milieu liquide. C'est la preuve irréfutable de l'existence d'un noyau externe liquide. Et l'enquête n'est pas encore terminée. Plus profondément, vers 5100 km, on observe une nouvelle accélération, cette fois des ondes P. Ce changement de vitesse, découvert par Inge Lehmann, suggère que le centre de la Terre est redevenu solide, malgré des températures absolument extrêmes. C'est ce qu'on appelle la graine ou le noyau interne. Ok, on a donc une structure en couches bien définie. Mais qu'est-ce qui anime tout ça? La réponse, en un mot, c'est la chaleur. L'intérieur de la Terre est un gigantesque moteur thermique. Ce profil de température, qu'on appelle le gradient géothermique, nous montre la chaleur incroyable qui règne à l'intérieur du globe. On passe d'environ 15 degrés en surface à plus de 5000 degrés dans le noyau. Et toute cette énergie colossale, elle cherche en permanence à s'échapper vers la surface. Pour s'échapper, la chaleur utilise deux mécanismes principaux. D'un côté, la conduction.
C'est un transfert de proche en proche, sans déplacement de matière. C'est typique des solides rigides. De l'autre, la convection, qui est un transfert avec déplacement de matière, comme un fluide qui s'agite. L'analogie de la casserole d'eau, elle est parfaite pour comprendre ça. Vous chauffez le fond, l'eau chaude devient moins dense et donc elle monte. Arrivée en surface, elle se refroidit, redevient plus dense et replonge. Ce mouvement circulaire, c'est la convection. Et c'est un moyen hyper efficace de transférer la chaleur. Eh bien, c'était exactement ce qui se passe dans le manteau de la Terre. Même s'il est solide, il faut imaginer que sur des échelles de temps de plusieurs millions d'années, il se comporte comme un fluide très très visqueux. La matière chaude du bas monte, se refroidit en haut et redescend. Ces mouvements sont lents, mais ils sont extrêmement puissants. Et c'est eux, le moteur de la tectonique des plaques. Bon, il est temps de synthétiser tous nos indices pour construire le modèle complet de la structure de la Terre. Celui-là, c'est celui qu'il faut absolument maîtriser pour le bac. Ce schéma, c'est le bilan de toute notre enquête. On y retrouve la distinction croûte, manteau, noyau, qui est basée sur la composition chimique, et par-dessus ça, on superpose une autre distinction, lithosphère, asténosphère, qui est, elle, basée sur le comportement mécanique des roches. La lithosphère, qui est rigide, inclut la croûte et la partie supérieure du manteau. Et juste en dessous, l'asténosphère est ductile, plus molle. C'est sur elle que glissent les plaques lithosphériques. Pour résumer, et pour être sûr que tout soit bien clair, voilà les 4 points essentiels. 1. La structure en couche, déduite de l'étude des ondes sismiques. 2. L'état de la matière à l'intérieur dépend du duo température-pression. Et enfin, 3 et 4. Les transferts de chaleur par conduction, surtout dans la lithosphère et surtout par convection dans le manteau et le noyau externe, sont le moteur de toute la dynamique de notre planète. On a donc compris comment est structuré l'intérieur de la Terre et comment son incroyable moteur thermique fonctionne. La prochaine étape logique, et ce sera le sujet d'une prochaine explication, ce sera de comprendre comment ce moteur interne se manifeste en surface. Les volcans, les séismes, la formation des montagnes. En un mot, la tectonique des plaques.